Aujourd'hui, on va apprendre ensemble comment choisir sa MLM. Je pense pas que vous pouvez vraiment bien voir, mais en fait, moi, j'ai bien réussi en marketing de réseau et grâce aux revenus que j'ai faits, j'ai pu me payer un beau voyage en bateau sur l'eau. Et là, on est stationné et puis je prends le temps de faire ma vidéo avant de repartir. Ben non, pour les gens qui me suivent depuis un bout, vous savez très bien que c'est pas vrai. Donc, premièrement, la première leçon, c'est ne pas croire ce que n'importe qui dit sur Internet. Et deuxièmement, en fait, je suis sur Saint-Jean-sur-Richelieu, sur ce qu'on appelle un flotel. Donc, c'est comme un petit hôtel écologique, éco-responsable qui flotte. Donc, si jamais vous allez dans cette région-là, regardez pour Flotel, Flotel. C'est pas mal cute comme concept et c'est le fun aussi. Fait que, en tout cas, on revient au sujet du jour. Donc, on va parler d'une vidéo qui vient d'une top coach, en fait, une top MLMeuse, comme on peut dire, qui nous explique comment elle choisirait une MLM si elle avait à choisir. Et cette personne, justement, a été dans les top leaders de son entreprise qu'elle a représentée dans les 10 dernières années. Et on va aller voir un peu pourquoi. Les personnes qui suivent déjà ma chaîne, vous la connaissez sûrement déjà parce que j'en ai déjà parlé de quelques-unes de ses vidéos pour décortiquer un peu ce qui est dit. Puis vraiment, c'est important de noter qu'on la prend comme exemple. Le but, ce n'est pas de s'attaquer à elle personnellement, ce n'est pas d'aller lui écrire, de lui envoyer des messages haineux, c'est vraiment juste de prendre son exemple, son expérience, ce qu'elle montre et d'aller comparer avec des faits réels qu'on connaît grâce à des études qui ont été faites sur le marketing de réseau, grâce au plan de compensation, les statistiques de revenus. Donc, on peut aller vraiment mettre des faits ensemble qui sont réels et les superposer à ce qui est dit dans sa vidéo pour vraiment décortiquer ce qui est vrai de qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est plus trompeur. Donc, pour les nouvelles personnes ici, mon nom est Josie et sur ma chaîne, comme vous l'avez sûrement deviné, on parle de marketing de réseau pour dénoncer les pratiques douteuses de cette industrie. Donc, si c'est un sujet qui t'interpelle, assure-toi de t'abonner à la chaîne pour rester à l'affût de mes prochaines vidéos. On va aller regarder ensemble une vidéo justement de Émilie Robidas, qui était une top coach de Body. Et pourquoi c'est important de regarder ça en ce moment? C'est parce que Body vient d'annoncer que ça ne sera plus une entreprise de marketing de réseau. Ils vont offrir un programme d'affiliation à la place. Donc, toutes les personnes qui ont, pendant des années, bâti leur équipe dans la pyramide, à mon avis, ben là, ils viennent de tout perdre. Ce qu'ils ont bâti, tous les revenus qu'ils ont réussi à créer grâce à ça. Et ces personnes-là font partie du 0,1% des gens qui finissent par faire un profit et même faire beaucoup d'argent. On va aller voir c'est quoi ces conseils, puis en même temps, on va aller décortiquer les différents points pour vraiment comprendre, OK, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Parce qu'à première vue, je vous avoue que moi aussi, premièrement, si je ne connaissais pas cette personne, si je ne connaissais pas le marketing de réseau et que je tombais sur cette vidéo-là, je serais quand même portée à croire ce qu'il dit parce que ça a l'air très authentique, très vrai. Et c'est pour ça que c'est important souvent d'y aller vraiment étape par étape, puis message par message. Pas prendre tout l'ensemble et dire c'est noir ou blanc, c'est vraiment d'aller voir. Parce que souvent, il va y avoir des vérités avec des éléments trompeurs. Puis c'est ça qui fait que les gens sont convaincus parce que dans notre tête, le processus qui se passe, c'est que on est convaincu par les choses qui sont vraies. Donc, les choses qu'on doute ou que peut-être on pense c'est peut-être moins vrai, c'est pas conscient, je pense, là, comme processus. Puis je suis pas psychologue, je suis juste ici pour vous partager mon opinion. Mais je pense que le processus qui se passe dans notre tête, c'est que à cause qu'il y a des choses qui sont vraies, les choses qu'on doute ou qu'on n'a pas d'informations, que c'est un peu de l'inconnu pour nous, on est plus porté à faire confiance parce que le reste faisait du sens. Donc, notre cerveau veut aller tout équilibrer puis que tout fasse du sens. Donc, il y aurait un grand manque de cohérence si une minute c'est vrai, l'autre c'est faux, une fois c'est vrai, faux. Fait que là, notre cerveau, il essaie de compenser. C'est ce que moi je pense. Dites-moi si je me trompe ou si vous avez peut-être plus d'informations à ce sujet-là de votre côté en tant que peut-être professionnel, psychologue et tout ça. Mais moi, c'est ce que je comprends, c'est que notre cerveau veut que si la majorité de ce qui est dit est vrai, on veut compenser pour croire que le reste est vrai aussi. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention parce que moi, comme je l'ai dit, si je regardais cette vidéo-là sans connaître rien du marketing de réseau et sans connaître la position de cette personne-là dans l'entreprise qu'elle a été, je serais portée à croire ce qu'elle dit. Donc, sans plus tarder, on va regarder ça ensemble. Comme d'habitude, si vous avez des commentaires, des questions, écrivez-les sous la vidéo. N'allez pas écrire à cette personne-là, n'allez pas commenter sous son contenu. L'objectif, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment de rester ici et avoir une discussion autour de qu'est-ce qui se passe. Donc, on y va. Et aujourd'hui,
Je vais te partager 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 critères de sélection si je choisis de me joindre à une nouvelle compagnie de réseau. En fait, je vais essayer de le mettre en perspective. Donc, je vais essayer de mettre en lumière ce qui est essentiel, je pense, à évaluer. Mais il y a des choses qui sont très personnelles à chacun selon où vous êtes dans votre évolution humaine. OK? Donc, juste pour amener un petit peu de perspective, moi, quand j'ai commencé le marketing de réseau en 2012, j'ai pas choisi tant, j'ai pas fait une étude de marché sur la compagnie en tant que telle. Je suis tombée en amour avec les programmes fitness de la compagnie Body et je les ai faits pendant des mois et j'en parlais à tout le monde sans savoir que je pouvais être payée. Donc, je me suis pas joint à cette compagnie-là dans l'optique de lancer une entreprise. C'est comme arrivé naturellement parce que je tripais sur les produits. Donc, ça va faire partie de mes points de critères aussi. Mais avant de commencer aussi, j'arrêterais complètement Body. En fait, Body va continuer. Le Body continue. On va avoir un système d'affiliés. C'est encore nébuleux à savoir comment on va pouvoir l'optimiser. Entre autres parce que nous, de la façon qu'on fonctionne, on crée beaucoup de communautés de soutien avec nos clients, mais là, on ne sera pas en mesure de voir c'est qui a acheté et on va être payé seulement une fois. Après ça, si je veux dire, si je vends un produit, un programme à quelqu'un, puis qu'après ça, la personne rachète du Energize, par exemple, puis qu'elle n'a pas annulé, puis s'est réinscrite avec moi, ce que j'ai pu comprendre, ça va aller à la compagnie directement. Donc, au niveau financier, il y a des choses à adapter, mais j'adore Buddy. Moi, Donc ça, c'est un point intéressant qu'elle mentionne, puis là, ça n'a pas vraiment rapport avec le sujet d'aujourd'hui, mais ça a rapport avec le sujet de la dernière vidéo que j'ai faite concernant le programme d'affiliation de Beachbody ou Body maintenant, là, comment ça s'appelle. Si jamais vous êtes curieux de savoir c'est quoi le nouveau programme, comment ça fonctionne, vous pouvez aller voir mon autre vidéo. Mais dans cette vidéo-là, j'étais pas comme certaine de comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire par les souscriptions et les souscriptions récurrentes. Donc, c'était comme une question que j'avais posée aussi là, à tout le monde, savoir si ils comprenaient ce que ça voulait dire. Puis elle, selon ce qu'elle dit en ce moment, c'est comme ça confirme, si je comprends bien, que en fait, le programme d'affiliation, ça va juste permettre à l'entreprise d'aller chercher des clients à travers des affiliés. Mais une fois qu'ils sont devenus clients, quand ils vont racheter d'autres produits, ben la commission n'ira plus à l'influenceur ou l'affilié, ça va aller direct à l'entreprise. Donc, l'entreprise, pour aller trouver des clients, elle ne va pas faire vraiment d'efforts. Ça va être les personnes comme elle, comme les autres affiliés qui vont faire les efforts pour trouver les clients. Mais là, après ça, une fois que les clients vont renouveler, l'entreprise va faire 100% du revenu, du profit. Donc, c'est quand même un peu... je sais pas, c'est un peu ordinaire selon moi. Puis comme j'avais mentionné, la formule Body, c'est d'avoir des groupes de soutien, des défis de groupe où est-ce que les gens font un programme ensemble ou s'encouragent, s'entraident, se motivent entre eux. Donc, si on retire cet élément-là, ça enlève vraiment la base de ce que ces personnes-là ont développé à travers le temps. Donc, il n'y a plus cette possibilité d'avoir la récurrence ni d'ajouter des gens dans un groupe pour les coacher parce que ça ne sera plus possible de savoir c'est qui nos clients. Fait que ça, c'était une parenthèse, mais je pense que c'est important de le mentionner vu que j'en ai parlé dans mon autre vidéo. Et puis, c'est important aussi de mettre à jour les informations puis de corriger quand on dit des choses. Donc, c'est ma petite mise à jour sur la dernière vidéo. quand ça va devenir affilié, je suis en mesure de faire une autre entreprise de marketing de réseau si je veux parce que cet aspect-là n'existera plus. Donc, il y a déjà des gens même qui vont continuer avec le système d'affiliés puis qui sont déjà vers une autre entreprise de marketing de réseau. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. En ce moment, la trend, c'est que la plupart des body, des partenaires body, s'en vont vers Arbonne. Puis pour l'avoir fait moi-même, je trouve que c'est pas une si bonne décision parce que Arbonne, ça fait, je pense, plus que 40 ans que ça existe. Et c'est arrivé au Canada en 2006, ou au Québec en 2006. Je sais pas si c'était au Canada avant, mais au Québec en 2006. Donc, ça fait que le potentiel de faire un profit est très minime en ce moment parce que la pyramide, supposément, est déjà bien établie. Et les personnes 0 à 1% qui font un profit et font des énormes revenus sont déjà là, déjà établis depuis assez longtemps. Donc, c'est ça. Donc, c'est des points que je vais vous partager, que vous pouvez mettre, que vous pouvez étudier, que je vous invite à vraiment
réfléchir. Puis après ça, il y a une question aussi d'intuition puis de gut feeling personnel. Je sais que je l'arrête souvent, là, mais c'est important vraiment de décortiquer. Elle a utilisé le mot étudier. La première fois que j'ai écouté la vidéo, j'ai pas porté trop attention à ça parce que je savais pas l'information que je sais maintenant. Donc aujourd'hui, on est le 19 octobre 2024 et ce matin, j'ai vu qu'Émilie a publié qu'en fait, elle a décidé de pas se joindre à une autre MLM à cause que sa masterclass pour coacher les entrepreneurs, et moi je pense que ça va être quand même beaucoup des personnes en MLM, à mon avis. Sa masterclass, les inscriptions se sont tellement bien déroulées, où il y a un engouement, fait que ça fait qu'elle a décidé de ne pas aller dans une autre entreprise de marketing de réseau. Et là, elle a utilisé le mot étudier dans cette vidéo-là, fait que ça laisse sous-entendre que peut-être elle veut enseigner aux autres comment réussir en marketing de réseau, puis c'est ça sa prochaine étape. Donc, c'est comme si elle a utilisé ce mot-là pour préparer les gens à ça, pour que les personnes qui la suivent se considèrent plus comme des étudiants, puis qu'elle, elle est plus comme l'enseignante, la professeure qui va montrer aux autres comment réussir en marketing de réseau. Fait que c'était une petite parenthèse, mais je pense que c'est important, les mots qu'on utilise, puis dans ce cas-ci, potentiellement, ça se pourrait que c'est pour ça qu'elle a dit. Ça ne veut pas dire que c'est 100% ça, mais mon impression, c'est qu'il y a un potentiel que c'était pour ça qu'elle a utilisé le mot étudier. Pour revenir en arrière, moi, quand j'ai commencé avec Body, on m'a proposé comme 3 opportunités dans genre le même mois. Elle vient de contredire ce qu'elle a dit au début de sa vidéo. Fait que là, elle vient de dire que quand elle a commencé avec Body, elle a eu 3 propositions. Donc, je pense qu'il y en a une que c'était Body, puis il y en a eu 2 autres. On va aller voir après c'était quoi, elle va en parler. Mais au début de cette vidéo-là, si vous voulez rappeler, si vous voulez reculer en arrière, vous pouvez aussi. Mais elle a dit qu'elle n'avait pas choisi de faire du marketing de réseau. Elle n'avait pas l'ambition de bâtir une entreprise. C'était vraiment, c'est arrivé parce qu'elle aimait les produits puis qu'elle a décidé de se lancer. Mais là, elle est en train de se contredire parce que là, finalement, elle avait 2 autres propositions, puis elle a sûrement choisi ce qui était le plus bénéfique, puis on va aller voir plus tard pourquoi c'était sûrement plus bénéfique. Je vais vous expliquer mon avis et aussi ce qui s'est passé sûrement. Mais vous voyez à quel point c'est important de voir chaque chose individuellement, mais aussi de les rassembler pour voir s'il y a des contradictions. Puis à ce point-ci, il y a une contradiction selon moi. Il y a eu une présentation qui a eu lieu à la fête d'une de mes amies. Je considérais cette entreprise-là aussi, je la trouvais super. Et je respecte cette entreprise-là, puis j'ai utilisé les produits. Pour ne pas la nommer, c'était Arbonne. Puis la personne qui était là, elle m'a vraiment inspirée. Elle m'a fait essayer les produits, puis je l'admire beaucoup. Elle est encore dans Arbonne. Et Jade, si jamais tu m'entends, je te fais un shout-out. Mais bref, c'est ça. On m'a proposé ça. Ensuite, je suis allée voir une présentation dans une espèce de sous-sol à une place. C'est ma belle-mère qui m'avait amenée là. Puis c'est une autre compagnie que elle, avec en rétrospective, je suis comme ouf. Mais c'est ça. Fait que c'est drôle parce que ma réflexion à ce moment-là, c'était que les 2 autres opportunités qui m'étaient présentées, j'avais l'impression que je pourrais peut-être faire plus d'argent plus vite. Mais ma réponse a été mon cœur est avec Body. C'est comme ça que j'ai choisi. C'est vraiment intéressant qu'elle a dit ça. Dans les 2 autres opportunités, Arbonne et l'autre qu'elle n'a pas mentionné versus Body, elle pensait que les 2 autres, elle allait pouvoir faire plus d'argent plus rapidement. Mais en réalité, Arbonne, ça faisait déjà quelques années que c'était rendu au Québec, au Canada. Puis on va aller voir après combien de temps que Body était au Canada, au Québec, avant qu'elle se rejoigne. Donc c'est important de le noter parce que ce qu'elle dit, en fait, c'est un peu le contraire. En fait, elle a réussi à faire de l'argent rapidement, ou peut-être pas des gros montants rapidement, mais elle a réussi à créer son entreprise et développer son équipe assez rapidement parce qu'elle était la première au Québec à s'inscrire en tant que partenaire Body ou Beachbody à ce moment-là, comment ça s'appelle. Donc voilà. Avant de poursuivre, je voulais te dire aussi, puisque tu es là en live, que ma masterclass réseaux sociaux est disponible pour achat. Donc, si tu veux apprendre vraiment les stratégies concrètes que j'ai mises en place pour atteindre 111 000 abonnés sur Facebook et 41 000 sur Instagram, 15 000 sur TikTok et tout ça. Bref, toutes mes stratégies d'image de marque que j'ai mises en place, des trucs concrets pour vraiment me positionner en tant qu'Émilie Robida sur les réseaux sociaux, puis que les gens apprennent à me suivre moi, que les gens connectent avec moi, comment je suis parvenue à créer un sentiment de confiance avec les gens, à connecter avec les gens pour qu'ils soient ouverts à recevoir mes offres. La masterclass va être une belle option pour toi. Donc, elle est en promotion pendant les 48 prochaines heures. Donc ça, c'est intéressant. Elle est en train de plugger sa masterclass.
qui justement plus tard, on sait, parce que j'ai écouté une vidéo ce matin sur son feed Instagram où est-ce qu'elle disait que grâce à sa masterclass, elle a décidé de ne pas rembarquer dans le marketing de réseau. Donc, vous voyez comment il y a comme une suite logique dans son contenu. Elle a dit qu'elle se mettait elle de l'avant, puis c'est ça qu'elle va enseigner aux autres, et que c'est grâce à cette stratégie-là qu'elle a réussi à mettre les gens en confiance pour être ouvert à ce qu'elle allait leur offrir. Mais il faut se rappeler qu'à la base, ce qu'elle vendait, c'était une opportunité d'affaires de marketing de réseau et des produits, programmes Beachbody ou Body. En tout cas, je vais dire Beachbody parce que je suis habituée de dire ça, mais sachez que c'est la même chose, là. À la fin de la journée, c'est quand même trompeur parce qu'imagine, tu t'abonnes à son compte, tu penses que tu suis une personne qui a un mode de vie, je ne sais pas, X, selon ce qu'elle montre, elle a des valeurs comme elle monte. Tu ressens que qu'est-ce qu'elle dit, ça t'interpelle beaucoup parce que ça matche un peu qui toi t'es. Fait que là, de plus en plus, tu développes une relation de confiance avec cette personne-là que tu connais pas, qui est sur les médias sociaux. Là, elle commence à t'écrire en message privé. Fait que tu te dis, ah ben, c'est cool, je dois être importante à ses yeux ou il y a quelque chose de spécial avec moi ou quelque chose comme ça. Puis, avec le temps, tu finis par avoir le pitch de vente de Body et de l'opportunité d'affaires. Fait que c'est trompeur dans le sens que le but de tout ça, c'était de te vendre Beachbody. Elle est en train de le dire elle-même qu'elle mettait les gens en confiance pour ensuite qu'ils soient ouverts à son offre. Donc, c'est un peu de la manipulation, à mon avis. Parce que si tu es vraiment entrepreneur, tu as ton entreprise à toi, tu es fier de ton entreprise, de tes produits, tes services, pourquoi tu aurais besoin de cacher qu'est-ce que tu fais pour mettre les gens en confiance puis après leur dire? C'est comme les gens, ils peuvent le savoir tout de suite, là. Pas besoin d'attendre 3, 4, 5 mois avant de leur annoncer qu'est-ce que tu fais. C'est ça que tu fais. Fait que c'est trompeur, à mon avis, cette stratégie-là, parce que une fois que les gens te font confiance, ben, c'est plus difficile pour eux de justifier leur nom, tandis que si tu es une étrangère sur les médias sociaux, c'est plus facile de dire non. En marketing de réseau, il faut aussi se rappeler qu'il y a des équipes, des downlines, il y a d'autres personnes dans l'entreprise ailleurs. Donc, ça se peut qu'il y ait une grande partie de ses abonnés sur les différentes plateformes. Maintenant, je ne sais pas à 100%, je ne peux pas confirmer si c'est vrai ou pas. Mais d'après moi, à mon avis, il y a sûrement une grande majorité de ses abonnés qui ont déjà fait partie de son équipe, qui ont déjà été des clients dans le passé ou qui sont dans son downline. Donc, quelqu'un d'autre a recruté puis quelqu'un d'autre. Puis plus tard, je pense dans cette vidéo-là, elle mentionne, là, à un moment donné, là, elle avait comme 13 000 personnes dans son équipe. Fait que, juste là, c'est quand même 13 000 personnes qui pourraient potentiellement s'abonner à ton compte. Est-ce que les stratégies qu'elle a mises en place, si on les prend puis on les sort du marketing de réseau, est-ce que ça donne des résultats? C'est ça la question aussi à se poser. Donc, on va continuer. Et tu peux cliquer sur mon lien dans ma bio pour y avoir accès. OK. Je crois que personne ne choisit tant que ça sa première entreprise de réseau. Oui. Ça répond souvent à un besoin du moment et ça construit ton histoire de transformation. Bien dit. En fait, il n'y a personne qui choisit sa première entreprise de marketing de réseau, à mon avis, sauf les personnes qui ont un objectif, un agenda de faire de l'argent ou peu importe. À mon avis, la plupart des gens qui se joignent à une entreprise de marketing de réseau, c'est parce qu'on les a attrapés à une période vulnérable de leur vie. On leur a montré un espoir, un potentiel, quelque chose qui pourrait les raccrocher à un rêve, à quelque chose qui les interpelle. Et c'est à cause de ce moment de vulnérabilité-là qu'ils n'avaient pas la possibilité de faire une décision rationnelle et logique et qu'ils ont embarqué dans le marketing de réseau. Donc oui, c'est sûrement vrai qu'on ne choisit pas notre première entreprise de marketing de réseau parce qu'on a été recruté dans un moment de vulnérabilité. Puis par la suite, en se disant, ben, peut-être que ça va être mieux ailleurs, ben, on choisit une autre entreprise, comme moi j'ai fait. Je me suis dit, ça ne marche pas avec Body. Peut-être que c'est parce que ce n'est pas les bons produits. Je vais aller voir Arbonne. C'est plus aligné avec moi. Finalement, c'est la même affaire. Bien dit. Effectivement. Donc, je pense que c'est ça. Ce que je vais amener aussi comme réflexion, c'est que tout le monde est à un endroit précis dans sa vie, puis tout le monde a besoin de prendre des décisions selon ses besoins. Donc, la première chose que je regarde pour moi, tu sais, ayant eu mon expérience 11 ans dans le marketing de réseau et n'ayant représenté qu'une seule entreprise, encore une fois, je ne suis pas décidée là, à savoir. Elle a oublié de mentionner un détail très important. Elle a été la première à ouvrir le marché québécois
quand Beachbody est arrivé au Canada, au Québec. Donc, oui, elle a 11 ans d'expérience en marketing de réseau avec une seule entreprise, mais il y a aussi un élément très important, c'est qu'elle était la première et que tout le monde, après, dans son downline, faisait partie de son équipe. Tout le monde découlait de elle dans le Québec. Fait que ça, c'est important à savoir aussi. Puis elle ne le mentionne pas, mais c'est vraiment une information qui est vraiment pertinente parce que même si quelqu'un d'autre, mettons, aurait fait 11 ans dans cette entreprise-là, mais se rejoint beaucoup plus tard et peut-être même des années plus tard, le potentiel de revenu de ce qu'elle a pu créer, cette personne-là, est vraiment plus petit parce que justement, elle est là depuis tout ce temps-là. Fait que c'est important aussi le timing, puis elle va en parler plus tard aussi, je pense, dans la vidéo, mais c'est important le timing et d'être la première à faire les actions qu'il faut faire pour développer la plus grande downline possible le plus rapidement possible. Voir si je vais en joindre une autre. Puis mes critères sont un peu différents de ce que je vais te partager. Pas différents, mais uniques. Il y a peut-être des choses que, tu sais, si je me relance, ça sera pas avec les mêmes ambitions, les mêmes objectifs qu'auparavant, parce que maintenant, j'ai mes projets personnels qui me font extrêmement vibrer. Donc, ça serait... Fait que là, encore une fois, elle se contredit parce qu'au début, elle disait qu'elle faisait pas ça pour le côté entreprise. C'était vraiment parce qu'elle aimait les produits, puis elle en parlait aux autres. Puis là, elle a appris qu'elle pouvait faire de l'argent avec ça. Fait qu'elle s'est jointe. Mais après ça, elle est en train de parler qu'elle avait des grandes ambitions, puis que maintenant, c'est différent. Fait qu'il faut encore voir qu'il y a une petite contradiction quand même dans ces deux messages-là. En complément plutôt que alors que pendant 11 ans, j'étais comme 100%, pas mal 100% body, là, à l'extérieur de mes responsabilités familiales et petits projets ici, là, mais rien de... Donc ça serait différent à ce niveau-là pour moi. Mais le premier point que je vais te parler, c'est la réputation puis la stabilité de l'entreprise. Donc, de se questionner par rapport à la réputation, puis c'est qui les propriétaires de l'entreprise, c'est quoi leur historique. Parce que comme dans toute chose, il y a du bon puis du moins bon. Et si, par exemple, les propriétaires de l'entreprise que tu veux joindre, le ou la propriétaire, a un historique de démarrer des entreprises de marketing de réseau, puis ça l'explose pendant quelques années, puis après ça ferme, puis après ça, il en ouvre une autre, il cherche un nouveau trend. Pose-toi des questions. Tu sais, je veux dire, je le vois, là, il y a beaucoup de mouvements actuellement, puis c'est sûr qu'il va y avoir une effervescence. Je veux dire, il y a tout un réseau qui se ferme. Puis Body, c'est un énorme réseau au Québec. Alors, là, c'est sûr que, tu sais, c'est comme, il y a une opportunité monétaire. Est-ce que ça va être durable dans le temps? Peut-être. Mais ça veut pas dire, tu sais, c'est pas le boom, là, j'en ai vu des feux de paille. Oh, que j'en ai vu des feux d'artifice dans les 11 dernières années. Ou est-ce que aussi, pour faire une aparté, des gens qui faisaient du recrutement croisé, qui venaient cibler les gens de notre équipe, des stratégies mesquines que... OK, là, elle va sur un différent sujet, là, fait que je voulais quand même adresser que c'est intéressant qu'elle dit de regarder la réputation et la stabilité de l'entreprise et des propriétaires. Donc, premièrement, si vous avez déjà regardé mes autres vidéos, j'ai fait des deep dives sur différentes entreprises. Puis souvent, quand on regarde c'est qui les fondateurs, les propriétaires, c'est des gens justement qui ont fait du marketing de réseau avant. Il y en a qui ont comme plusieurs entreprises de marketing de réseau. Il y en a qui ont des casiers judiciaires pour avoir fait de la fraude dans le passé. Il y en a qui ont ouvert des entreprises de marketing de réseau, puis que par la suite, ils ont été reconnus comme une entreprise de vente pyramidale, fait qu'ils ont dû fermer. Fait que c'est quand même intéressant qu'elle dise ça, parce que si on va vraiment regarder l'historique des personnes qui ouvrent des MLM, souvent on va trouver des affaires louches. Donc, je dis pas que c'est comme ça pour tout le monde. Je ne connais pas tous les propriétaires de toutes les MLM, mais je fais juste dire que c'est drôle qu'elle mentionne ça parce que quand on commence à vraiment se poser ces questions-là, ben on se rend compte qu'en fait, c'est souvent des personnes qui ont un historique de, de choses qui sont assez louches. Fait que ça, c'est intéressant. Puis la stabilité, je veux dire, elle, quand elle s'est jointe à Body, Beachbody dans ce temps-là, il n'y avait pas la stabilité, là, comme le marché venait de s'ouvrir au Québec. Puis oui, Beachbody
il y a eu une période avant d'avoir du marketing de réseau dans l'entreprise que c'était des infomercials. Donc, il y avait comme des annonces à la télé, là, des pubs à la télé. Puis que là, tu pouvais commander les programmes. Puis ça a commencé comme ça. Là. Je ne sais pas si vous rappelez de ça. Mais il y en a encore aussi maintenant, là, mais en tout cas. Fait que ça a commencé comme ça. Puis après, il y a eu le marketing de réseau. Fait que l'entreprise, ça faisait longtemps qu'elle existait, donc elle était comme peut-être plus établie. Mais ça reste que quand elle s'est jointe, comme elle va dire plus tard dans la vidéo, il n'y avait pas la stabilité, là. C'est elle qui ouvrait le marché. Comme tu peux pas rechercher la stabilité si tu veux réussir en marketing de réseau parce qu'il faut que tu sois dans les premières personnes qui se joignent, puis tu prennes le risque que, ben, let's go, on y va, puis si ça marche, puis sinon, ben, oups. Qui donne une mauvaise réputation à notre industrie. Puis, tu sais, qui vont dire, ah, the grass is greener. Viens-t'en, c'est tellement plus beau chez nous. En fait, tu sais, puis qui promettent de l'argent. En fait, c'est illégal de faire ça, là. Tu peux pas garantir, mais tu sais, il y a des gens qui vont vraiment attirer les gens avec un chèque de paye. Puis je dis pas que c'est... Je pense que c'est correct. Là. Moi, je pense qu'on peut parler du potentiel financier, mais il faut faire attention. Parce que peut-être que oui, c'est réel, mais est-ce que c'est durable? Je ne sais pas. Puis toute l'industrie de la pilule magique puis de l'argent facile que je pense que je voudrais amener comme une petite réflexion par rapport à ça. Sur la durabilité et la stabilité de l'entreprise. Est-ce qu'il y a une vision d'avenir par rapport à tout ça? J'essaie de voir aussi une entreprise qui a une mission incroyable. C'est vraiment drôle qu'elle dise ça encore une fois parce que Beachbody, si on se rappelle, à la base, c'était des programmes de genre 30 jours, quelques semaines pour perdre du poids rapidement, prendre des suppléments pour perdre du poids. C'est tout à propos d'une solution miracle. Aussi, le côté marketing de réseau, c'est aussi une formule miraculeuse qui ferait que tu deviendrais riche ou que tu vas pouvoir bâtir une entreprise quand en vérité, il y a juste 1% et moins des personnes qui se joignent à l'entreprise qui font un profit. Donc, Incroyable et un plan de compensation abondant sans restriction sur les affiliations autres, ça fait une grande différence. Effectivement. Effectivement, je pense que maintenant on est dans un monde où est-ce que c'est ça qu'il faut maintenant. Tu sais, au départ, tu peux t'affilier. Je pense que maintenant les entreprises de marketing de réseau sont très conscientes qu'ils ne peuvent pas empêcher de l'affiliation, mais d'avoir plusieurs entreprises de marketing de réseau, pour moi, je trouve faut faire attention. Là. Il y a des parce qu'il y a des gens qui font du recrutement croisé, puis je trouve ça me titille pas mal. Le Québec était énorme à quel point dans Body? Moi, je peux parler au niveau de mon organisation personnelle. J'ai pas la liste de tous les clients de mon organisation, donc ça, c'est seulement au niveau des partenaires. Puis des clients privilégiés à un moment donné, là, c'est un peu complexe, mais on est, tu sais, dans mon organisation, les gens qui étaient inscrits dans mon organisation, au plus haut point, on était 13 000. Ça, c'est pas juste les clients. Ça veut dire que en majorité, ce sont des gens qui représentaient la compagnie. Et donc, leurs clients n'apparaissaient pas dans cette liste-là. D'ailleurs, ça, c'est une des choses que j'ai toujours voulu savoir au niveau des chiffres d'entreprise. Quand tu es représentant d'une compagnie de marketing de réseau, tu n'as pas accès à tout. Hein. On ne donne pas toutes les informations. En fait, ce qu'elle dit pas, c'est que ces personnes-là, c'était les clients principaux. Alors, les 13 000 personnes, oui, il y en avait beaucoup. Sûrement une petite partie qui réussissait à faire un revenu, faire un profit, genre 1% de ces personnes-là. Et les autres, c'était les clients principaux. Le but, c'est que ces personnes-là achètent avec l'espoir de vendre. La plupart de ces gens-là ne réussissent pas à vendre. Donc, au niveau, je dis, c'est sûr que c'est des milliers de clients. Je pourrais poser la question maintenant que ça sera plus comme ça, peut-être qu'on va me donner des réponses. Fait que là, elle dit que quand tu es en marketing de réseau, tu n'as pas accès à l'information de tous les clients de ta downline. Puis je pense qu'à un certain point, avec Beachbody, on avait accès à ça. Parce que si je me rappelle, je pouvais voir les clients de mes coachs. Mais peut-être que je me trompe parce que après, quand je suis allée vers Arbonne, là, on pouvait voir. Tu sais, je pouvais voir, mes uplines pouvaient voir mes clients. Puis à cause de ça, en fait, avec Arbonne, mes uplines, quelqu'un dans mes uplines, je ne sais pas qui,
à mon avis, c'est ce qui est arrivé, a décidé de passer une énorme commande sur le compte d'un de mes clients. Le client s'en est rendu compte. Puis là, après ça, les uplines ont essayé de faire passer ça sur mon dos. Mais c'est à cause que ces personnes-là avaient accès aux coordonnées de mes clients puis au compte de mes clients. Donc, c'est une bonne chose si, en fait, avec Beachbody, on n'avait pas accès à ça après que moi, je n'étais plus là, je ne sais pas, ou peut-être pendant aussi. Mais c'est une bonne chose parce que tu n'es pas supposé, tu sais, c'est supposé être ton entreprise à toi. Mais après ça, tous tes uplines ont accès à tes clients. Fait que là, quand moi, ça s'est passé avec Arbonne, j'étais comme, OK, ben là, je fais plus confiance à personne. Je peux pas rester ici puis que les gens aient accès aux données de mes clients puis que par la suite, il y a des choses comme ça qui se passent. Fait que là, j'étais comme, OK, mais je voudrais pas qu'il ait accès à mes clients. Puis là, c'était comme vraiment compliqué. Fait que j'ai quitté, mais comme ça reste que si tout le monde du upline a accès à ta liste de clients puis à leurs informations, il y a un méchant problème puis un méchant risque qu'il y ait des choses vraiment pas correctes qui se produisent. Donc, c'est une bonne chose. Mais en tout cas, c'est une petite parenthèse. Ça risque d'être long la vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à dire, mais je pense que c'est important d'aller toutes décortiquer ensemble. J'aime tellement ton intégrité, comment tu parles de la situation. Merci, Laura Kim. J'apprécie. J'apprécie. Je suis sur une vibe vraiment, là, que je sais pas si c'est la fin de... C'est l'approche de la quarantaine, parce que j'ai eu 39 ans récemment, qui m'amène à ces réflexions-là, puis à me dire comme je suis vraiment comme j'ai... Pas que j'ai voulu avoir un masque, mais je pense que j'ai eu longtemps le syndrome du people pleaser, puis la peur de décevoir, puis tout ça. Puis en même temps, là, maintenant, la plus grande peur que j'ai, c'est de me décevoir moi-même. Donc, j'ai juste envie de l'assumer, puis que... Puis je suis correct si t'es pas d'accord avec moi. Mais s'il y a quelque chose qui me dérange, je vais le dire. Je me gênerai pas. Que penses-tu de toutes celles qui font le move maintenant? Penses-tu que c'est la course contre la montre qui les motive à se dépêcher? Je peux pas parler pour les autres, c'est une excellente question, mais je pense que c'est sûr qu'il y a un certain sentiment d'urgence. J'en ai parlé un petit peu hier, parce que dans certaines structures d'entreprises de marketing de réseau, il peut avoir cette stratégie-là de s'inscrire rapidement pour pouvoir en bénéficier éventuellement. Ce que moi, dans mon entreprise, c'était le cas, sauf que moi, j'ai pas bénéficié de ça. Donc, c'est pas juste ça. Je pense que ça peut être un certain avantage. Je vais pas nier le fait que... Comment ça, tu n'as pas bénéficié de ça? Toi, tu étais la première au Québec. En tout cas, puis elle va le dire plus loin qu'elle était dans l'Ouest canadien quand elle développait son équipe au Québec. Fait que vraiment, il n'y avait pas personne vraiment au Québec, en tout cas. Puis là, elle dit il y a quelques structures de marketing de réseau qu'il faut être là rapidement en premier. Mais c'est tout le marketing de réseau qui fonctionne comme ça. C'est pas juste une entreprise ici et là. C'est comme gotta do it fast. And when it starts. le timing est important, but I don't believe timing is everything. Timing is not sufficient. Le timing est important, mais il n'est pas suffisant. Puis la profondeur, l'impact de ton leadership ne repose pas uniquement sur une décision rapide dans le temps. Donc ça, c'est intéressant ce qu'elle dit. Puis je suis désolée s'il commence à faire sombre dans ma vidéo. Le soleil se couche, fait que ça se pourrait que l'éclairage change. Mais bon, je vais continuer. On est à la moitié, fait qu'on va juste continuer. Dans le fond, timing is not everything. Fait que le timing, c'est pas tout. C'est comme ce que je disais dans mon autre vidéo avant, si vous l'avez écouté. L'important, c'est d'être au bon moment et de faire les actions. Fait que les actions qui disent qu'il faut faire pour réussir en marketing de réseau, c'est pas faux. C'est ce qu'il faut faire. Mais il faut le faire au bon moment. Et il y a juste 1% des gens qui font ces actions-là à qui ça va rapporter quelque chose. Si tu n'es pas là au bon moment, même si tu fais ces actions-là, ça ne t'apportera pas grand-chose, à moins que tu aies vraiment beaucoup d'abonnés déjà sur les médias sociaux ou que tu as une grande communauté de personnes qui sont prêtes à être recrutées puis à te joindre. Fait que là, en ce moment, oui, comme elle dit, il y a une opportunité, admettons, parce que là, tout le monde qui était avec Body sont comme disponibles. Fait que si tu vas à une autre entreprise de marketing de réseau puis tu tentes de recruter toutes ces personnes-là dans ta downline à toi, il y a un potentiel que tu puisses réussir à peut-être faire un profit, mais le profit ne sera jamais aussi grand que les personnes qui étaient là en premier.
Donc, il faut se dire qu'admettons que, par exemple, avec Arbonne, toutes les personnes qui se joignent à Arbonne, même s'ils emmènent plein de monde puis ils se créent un gros downline, à cause que ces personnes-là n'étaient pas les premières au Québec, n'étaient pas les premières dans l'entreprise tout court, ben leur revenu potentiel, il est vraiment plus petit. Si on regarde des statistiques de revenus, là, des fois, les personnes qui se rendent au plus haut rang font quand même 40 000 par année. C'est comme, tu t'es rendu au plus haut rang de l'entreprise et tu fais quand même 40 000 par année. Fait qu'il faut considérer ça, que les statistiques de revenus nous disent quelque chose, que si tu es au plus haut rang puis la moyenne ou la médiane, c'est 40 000, ça veut dire que, selon moi, supposément à mon avis, les personnes qui font les gros revenus, c'est vraiment les premières personnes qui étaient là. Donc, c'est ça qui est important aussi. Donc, oui, c'est vrai ce qu'elle dit, mais ce n'est pas applicable à tout le monde. C'est ça qui m'amène un peu à être en mesure de prendre du recul puis de me dire, ben de toute façon, Body a ouvert en octobre, puis moi, je me suis inscrite à la fin décembre. Tu sais, il y avait comme 2 mois. Il y a des gens qui se sont inscrits dans les années subséquentes qui ont créé des super business. Il y a ça. Donc, je peux pas parler pour les autres. Body a ouvert en octobre, puis elle s'est inscrite à la fin décembre. Donc, même pas 2 mois après que ça l'a ouvert. Allô? T'étais vraiment dans les premières, là. Comme je suis désolée, mais c'est pas genre il y a eu 2 ans, il y a eu 2 mois. Imagine, t'arrives 2 mois après que l'entreprise a ouvert un marché. T'as un méga potentiel, là, dépendant il y a combien de gens autour de toi, puis la population où ce que t'es, puis leur intérêt aussi envers ce que tu as à offrir dans le marketing de réseau. Au Québec, c'est devenu un petit peu plus quelque chose que les gens recherchaient à un moment donné, mais là, on dirait que les gens commencent à être éduqués puis à comprendre que finalement, c'est un peu n'importe quoi. Le sentiment d'urgence, c'est pas nécessairement vite, il faut se joindre à une autre MLM. C'est que ces personnes-là perdent leurs revenus. Tu sais, imagine là, ton salaire que tu fais dans 1 mois, il disparaît, mais tu n'as pas vraiment d'autres options. Puis tu n'as pas non plus l'assurance chômage, tu n'as pas rien pour te couvrir les fesses, là. Tu as 30 jours pour te démerder. Fait que l'urgence pour certaines personnes qui n'ont pas fait beaucoup d'argent avec cette opportunité, mais qui en faisaient raisonnablement pour vivre, mais qui n'ont pas pu en mettre de côté assez pour justement une situation comme celle-ci, ça fait que le sentiment d'urgence est là parce que il faut se dépêcher à rentrer l'argent. Là, il y a des gens qui ont des comptes à payer, des loyers, des affaires de même. Fait que c'est normal qu'il y ait un sentiment d'urgence. Se garrocher dans une autre MLM, est-ce que c'est la solution? Peut-être pour plusieurs, oui, parce qu'ils se disent, ben, ça fait 10 ans que je ne suis pas sur le marché du travail, bonne chance pour que je me trouve une job. Surtout que ça fait 10 ans que je dis que je ne veux pas faire du 9 à 5. Fait que le sentiment d'urgence et la décision de se joindre à une autre MLM, c'est sûrement à cause de ça. T'sais. Mais c'est sûr qu'il y a un esprit de FOMO là, dont j'ai parlé hier, le fear of missing out. T'sais. Puis ça, je le comprends, je veux dire, je le respecte, je souhaite le meilleur à tout le monde. La seule chose que je voudrais apporter là-dedans, c'est l'idée de le faire de façon éthique. Et si de ne pas se mettre à aller piger dans les downlines de tout le monde, d'avoir le respect de référer les gens à leur mentor s'ils en ont une, puis leur dire « Hey, va voir ta mentor pour savoir qu'est-ce qu'elle a fait. » J'aimerais ça. T'sais, au moins de le dire. Comme quand il y a des gens qui m'approchaient, moi, avec Body, qui voulaient changer de coach. C'était quelque chose de délicat pour moi, puis jamais j'allais vers les autres pour essayer de les faire changer vers moi comme ça. C'est comme un gros non, là. Ah non, 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 ça, non, non, pas capable. Je suis vraiment curieuse de savoir quels sont tous les critères de sélection de MLM. J'y viens. Mais elle n'est pas comme toutes les autres parce qu'on se rappelle, vu qu'elle a ouvert le Québec, après ça, tout le monde qui s'est joint à son équipe et à son downline, elle avait intérêt à ne pas les ajouter à son équipe parce qu'ils sont déjà dans son équipe et ça lui permet d'avoir des rangs plus élevés parce qu'il y a plus de différents layers, si on veut, en dessous d'elle. Fait que si, mettons, elle est ici, puis là, il y a une personne qui est au bas ici, peut-être 2 ou 3 downlines plus loin, puis elle dit « J'aimerais être dans ton équipe ». Ben là, ça vient tout changer la downline. Je sais même pas s'ils ont le droit de faire ça parce que ça serait comme si elle emmène quelqu'un en haut. En tout cas. Puis,
elle avait intérêt aussi à ce que les gens en dessous d'elle lui fassent confiance puis ne pensent pas qu'elle ferait ça. Parce que sinon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont quitter puis aller ailleurs. Fait qu'elle, dans la position qu'elle était, elle avait intérêt à ne pas prendre des gens comme ça dans son équipe. Maintenant, quelqu'un qui est en bas complètement, puis qui compétitionne avec toutes les autres qui sont en bas, ben, il y a un sentiment de concurrence, compétition, parce que tu n'as pas personne vraiment sous toi parce qu'ils ont été recrutés par quelqu'un d'autre, ils ont déjà un autre coach. Fait qu'il y avait cette compétition-là constante pour essayer d'amener les gens vers toi-même parce que c'est saturé. Il y a plus d'options. Les gens qui sont intéressés ont déjà été recrutés. Donc, c'est facile pour elle, à mon avis, de juger les autres puis de dire: «Ah, moi, je ferais jamais ça». Mais c'est parce qu'elle n'était pas dans la même position que les autres. Parce que peu importe ce que les gens en dessous faisaient, elle, ça l'affectait pas. Parce que ça restait que c'était son équipe à elle. Tandis que toutes les autres, les gens en haut d'eux, c'était pas leur équipe. Fait que c'est ça la nuance. Il faut se rappeler Je de ça. m'excuse, hein, je fais. Ben, je m'excuse pas. Dans le fond, c'est mon live. Bon, réputation et stabilité de l'entreprise, c'était le numéro 1. J'essaie de répondre aux gens et que ça soit interactif aussi. Le deuxième point, c'est au niveau des produits puis du marché. Donc, évidemment, pour moi, c'est super important d'utiliser les produits. Donc là, je sais qu'il y a des gens qui se sont lancés dans une autre entreprise, qui sont lancés dans un autre business, qui n'ont pas essayé les produits, puis c'est assumé, puis ça peut être une stratégie. Je pense que ça peut être bien fait pareil. Je ne juge pas. Moi, personnellement, je me sentais pas à l'aise de faire ce move-là dans ma situation personnelle. J'ai reçu des produits d'une compagnie, j'en attends d'une autre compagnie. Et c'est sûr que pour moi, c'est super important de les tester. Je veux dire, je me sens, il faut que je les aime fondamentalement. Tu sais, il faut que ça soit ressenti pour moi. Pour moi, ma réputation, mon intégrité, c'est au top de mes priorités. Donc, je veux pas faire la promotion de quelque chose que j'ai pas essayé moi-même. 2 choses à dire sur ce point-là. Donc, premièrement, parce qu'avant cette vidéo-là, c'était pas certain si elle allait se joindre à un autre MLM ou pas. OK? On peut comprendre ça de sa vidéo. Par la suite, on sait qu'elle a décidé de ne pas se joindre à un MLM puis de se concentrer sur son coaching. Mais à la base, ça reste que si tu veux réussir en marketing de réseau, il faut que les gens en dessous de toi que tu recrutes consomment. C'est vraiment ça la base. C'est ça qui fait qu'à mon avis, c'est pyramidal parce que les consommateurs principaux, ce sont les gens qui ont été recrutés et qui consomment avec l'intention de réussir à vendre ou simplement parce qu'ils ont compris que si tout le monde en dessous d'eux font ça aussi, ben ça fait que les gens ont un revenu. Elle, si, mettons, elle avait pas encore pris sa décision, puis qu'elle voulait continuer dans le marketing de réseau, puis elle avait trouvé une entreprise intéressante, ben ça serait encore dans son intérêt de dire aux gens que c'est important de consommer les produits et de les aimer parce que c'est comme ça qu'elle faisait son argent. C'est en convainquant les gens que c'est important d'aimer les produits, de les tester, de les acheter, de les consommer, d'en parler, parce que c'est comme ça qu'elle faisait son argent. Et je ferai pas semblant que, tu sais, je vais pas, je vais pas être opportuniste pour dire que c'est grâce à tel produit que j'ai obtenu tel résultat quand il y a d'autres facteurs. Tu sais, je trouve qu'il faut faire attention, ça aussi au niveau de la légalité, là, les product claims. Il y a une raison pour laquelle ça existe. C'est encore une fois la culture de la pilule magique, là. Faut faire attention. Donc ça, c'était point numéro 2, donc de tester les produits ou d'en être consciente. Pour moi, c'est important. Mais comme j'ai dit, je comprends qu'il y a des gens qui se sont déplacés puis qui l'ont vu. Il y a aussi, tu sais, tout le monde, tout est circonstanciel, là. Puis comme je le répète, j'essaie d'assumer que les gens ont des bonnes intentions. Il y a certaines personnes aussi avec des grandes équipes comme moi. J'aurais pu dire, hey, je veux justement pour être pas pour être certaine, mais tu sais, pour me dire, OK, mon équipe, je veux pas qu'elle se pitche n'importe où dans des affaires que peut-être qu'ils savent pas c'est quoi. Moi, je vais faire les recherches, puis je vais trouver comme une solution qui, je crois, est une bonne option pour eux. Tu sais? Fait qu'il y a des gens aussi, je sais, qui ont fait ça dans cet esprit-là de dire, ben je veux rassembler mon équipe, puis c'est pas facile là, de voir ça en ce moment, là, en tant que mentor depuis toutes des années, qui a investi, qui a donné, qui a créé des retraites, qui a donné des cadeaux mensuels, qui a organisé des soupers, des célébrations. J'en ai fait des choses, puis de voir que, tu sais, tout ça, là, c'est ça. Ça se dissipe, c'est un défi en soi. J'ai vu quelque chose d'autre. J'avais vu que Body avait 26 ans, donc que c'est que le marché canadien ouvert en 2012 exact. En fait, la compagnie Body
existait bien avant le... Donc, toutes ces choses-là qu'elle a planifiées, est-ce que c'était assez frais? Si oui, je serais vraiment curieuse de savoir c'est quoi ses revenus versus ses profits. Parce qu'il faut se rappeler qu'il faut déduire nos dépenses d'entreprise. Si à chaque fois, elle faisait un grand revenu, mais qu'elle dépensait beaucoup pour donner des cadeaux à son équipe, faire des retraites, faire des voyages, faire des événements, à la fin de la journée, c'était quoi ton profit? Puis elle, je pense qu'à mon avis, dans la situation qu'elle était, c'était bien. Mais il y en a plusieurs d'autres leaders d'équipe, comme j'ai vu, mettons, par exemple, chez Arbonne, où est-ce que c'est comme dans la culture qu'il faut que tu achètes des cadeaux dès que tu deviens marraine, que tu as parrainé quelqu'un, mais tu fais même pas d'argent, puis il faut que tu donnes un cadeau à la personne que tu viens de recruter. C'est comme, mais tu fais pas de profit du tout, là, tu es en train de... Puis les cadeaux, c'est quoi? C'est des produits Arbonne. Ça, c'est vraiment rire des gens, mais bon, c'est mon avis. Le marketing de réseau. Donc, c'est une entreprise qui était là, bon, je me rappelle plus, je pense que le MLM aux États-Unis, j'ai pas la date exacte. Je pense que c'est peut-être 2000. Il y a des gens que ça faisait genre 15-17 ans qui étaient dans le marketing de réseau de Body. 17 ans, je pense que j'ai entendu le plus. Peut-être un peu plus que ça. C'est parce que la compagnie existait avant. C'était même pas une entreprise de marketing de réseau. Donc, c'était quand même assez unique là, comme structure parce que justement, c'est une entreprise qui offrait des produits, des programmes avant même que ça soit bien des années avant que ça devienne un marketing de réseau. Donc, c'est ça. Autre chose. C'est ton live certain. Exact. Fini de m'excuser. Oui, tout un défi, effectivement. Maintenant, numéro 3, au niveau du plan de rémunération. Donc, il y a quelqu'un qui l'a mentionné, là, d'aller étudier ça aussi. Là, je veux dire, je pense que c'est important d'être éduqué selon nos objectifs et tout ça. Donc, de voir qu'est-ce qui est payé aussi au niveau du réseau versus ce que la compagnie se paye elle-même. Ben, on n'est pas obligé d'avoir tous les détails, mais juste d'être conscient du potentiel financier et de le comprendre. Donc, c'est sûr qu'il y a des structures, ça vient un petit peu complexe parfois quand on parle au niveau du développement d'équipe, mais ce qui est très straightforward, c'est au niveau des commissions. Donc, au moins de savoir c'est quoi les commissions possibles par produit. Donc, c'est quoi aussi la gamme de prix? Si on est dans quel type de positionnement? Est-ce qu'on est dans le haut de gamme? Est-ce qu'on est dans le milieu de gamme? Donc, d'être conscient de ça, ça va être important. Mais en fait, ce qui est vraiment important de savoir, c'est de comprendre le plan de compensation. Parce que c'est comme ça qu'on fait notre argent. C'est pas en vendant des produits parce qu'ils sont bien trop chers et personne ne veut payer pour ça. Donc, c'est mon avis. Elle est en train de dire que c'est pas si important que ça de regarder les plans de compensation, mais c'est vraiment important. Puis en fait, souvent, c'est compliqué parce que on comprend pas qu'est-ce que ça veut dire. Ils utilisent des mots, des rangs, des trucs. Mais la base dans tout ça, à la fin de la journée, c'est que tu vas faire plus d'argent le plus que tu recrutes. Mais ils peuvent pas le dire mot pour mot parce que c'est pas légal. fait, que, fait que les plans de compensation sont tellement mélangeants, il y a tellement des termes vraiment bizarres là-dedans, selon moi, parce que si on disait mot pour mot ce que c'est, ce serait sûrement pas légal, à mon avis. Puis, elle dit aussi qu'il faut regarder les commissions, mais quand on vend juste les produits, les commissions qu'on fait, c'est tellement minime. Moi, je me rappelle le temps que j'ai fait le plus d'argent, c'est quand j'avais recruté une coach dans mon équipe, puis qu'elle, elle avait commencé à vendre des produits. Là, whoop, j'ai vu comme ma paye cette semaine-là, ou mon revenu augmenter quand même assez d'une façon significante, puis significative. Fait que, ouais. Au niveau de la duplication, il y en a qui veulent justement que ça devienne leur modèle de démarrage à reproduire. Je ne suis pas certaine de bien saisir, mais OK. Pas sûre si elle a pas saisi pour vrai ou si elle a saisi puis elle a pas vraiment voulu répondre à ça. Mais en fait, c'est vrai, c'est que si tu décides que, OK, chaque personne qui se joint à ton équipe, moi, c'est ce que j'interprète de la question de la personne ou du commentaire de la personne, c'est que si tu définis que, OK, la personne qui se joint à mon équipe, il faut qu'elle ait pris tel kit pour tester les produits et pour en parler, puis qu'après ça, tu formes tout le monde à faire ça, ça veut dire que tu es en train de former tout le monde à acheter ces produits-là. Puis c'est ça que tu peux dupliquer, c'est que les gens, après, ils peuvent acheter. Fait que toi, ça te fait ton revenu chaque fois que quelqu'un est recruté. Puis c'est aussi comme ça que le plan de compensation fonctionne. Fait que tu veux établir ce qui fonctionne comme package de départ.
pour que ton revenu se développe grâce à ça. C'est ce que moi j'ai compris du commentaire. Peut-être qu'elle, elle n'a pas compris ou peut-être qu'on comprend des choses différentes, là, mais je pense pas qu'elle voudrait le dire non plus, que c'est ça qu'elle elle implémentait, que pour réussir, pour commencer, il faut que tu prennes un challenge pack avec le shake, puis que tu testes les produits, puis que c'est comme ça en fait que ça se dupliquait. Puis moi, c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné, parce que je n'étais pas capable de convaincre les gens de faire des choses qu'ils ne voulaient pas faire. C'est ça. Mon enthousiasme, puis là, je fais, oh oui, 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 ça va être vraiment le fun. Puis je prends pas tout le temps de réfléchir à ce que ça nécessite en termes d'investissement d'énergie à moyen et long terme. Donc, je pense qu'en tant qu'entrepreneur aussi, on doit cultiver, si on veut perdurer dans le temps, c'est important de cultiver notre esprit à moyen et long terme et pas juste l'émotion du moment. Comme oui, je vais me sentir bien maintenant, mais ça va être quoi mes responsabilités dans 6 mois par rapport à ça? Ça va être quoi mon feeling dans 1 an? Ça va être quoi mes responsabilités dans 3 ans? Tu sais? Puis aussi, même chose dans nos actions qu'on pose au quotidien. Donc, tu sais, il y a du instantané qui vient vite, mais souvent, l'instantané qui vient vite disparaît vite aussi. C'est pas nécessairement durable. Je suis une personne qui magasine, qui négocie, qui analyse, qui étudie les choses avant. Fait que t'es pas une early adopter. Adopter. Marketing 101. De ne pas avoir essayé les produits avant, donc leur histoire va devenir. Je me suis lancée comme partenaire sans avoir essayé les produits, donc tu n'as pas besoin d'essayer tes produits pour te lancer. Effectivement, moi, je ne suis pas là pour dire ce que vous devez faire. Personnellement, je n'étais pas prête à le faire. Dans un autre contexte, peut-être que je l'aurais fait, mais c'était pas. C'est quelque chose à considérer dans notre plan de réflexion. Fait que là, la personne elle vient de dire en commentaire que si tu dis aux autres que tu as commencé ton entreprise sans consommer les produits, ça fait que les gens vont commencer sans consommer. Fait que tu vas pas réussir à créer du revenu parce que à la base, c'est ça qui développe ton revenu. They said it. Ils viennent de le dire. C'est ça que la personne vient de dire en commentaire. Elle a dit, si toi, tu commences en marketing de réseau puis que tu ne consommes pas les produits, tu es en train d'enseigner aux autres qui vont se joindre à toi de ne pas acheter les produits. Fait que vous n'allez pas réussir à bâtir un revenu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'argent ne vient pas des consommateurs, elle vient du recrutement. Wow! Ensuite, au niveau de la formation et du soutien, donc de regarder qu'est-ce qui est offert par les gens dans l'environnement de l'entreprise. Est-ce que les gens de corporate sont investis? Est-ce qu'ils ont une équipe de formation et de développement? Tu sais, c'est quoi qui est en place au niveau de la compagnie? C'est qui les mentors aussi au niveau du monde corporatif qui sont là? C'est quoi leur réputation? C'est quoi leur background? D'aller voir aussi là, si c'est des gens avec qui, tu sais, bon, si tu les connais ou pas, tu sais, c'est sûr, si tu les connais pas, c'est difficile de prendre une décision, mais d'être conscient de ça. Au niveau du leadership aussi, moi, c'est quelque chose que j'ai pas pris la décision au départ. Je savais pas trop comment ça fonctionnait. Mais tu sais, au niveau du leadership, est-ce qu'il y a des équipes en place? Les leaders qui sont là, est-ce qu'ils m'inspirent? Tu sais, leur façon de faire, est-ce que ça m'inspire? Est-ce que ça colle avec mes valeurs? Est-ce que je peux me rallier avec eux? Tu sais, même si on est responsable de notre succès, je pense d'étudier l'environnement en... Fait que justement, elle vient de le confirmer encore une fois, selon moi, que si elle n'avait pas personne à qui regarder pour s'inspirer, c'est parce qu'elle était la première. en place, c'est important aussi. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on voit des mouvements de masse, là, où est-ce qu'il y a plein de leaders qui se sont rassemblés dans des entreprises similaires pour pouvoir unir leurs forces. Parce qu'en bout de ligne, même si tu n'es pas dans la même équipe, tu veux que le réseau performe. Donc, moi, je me souviens quand j'étais avec Buddy, je vivais dans l'Ouest canadien, c'était au début, puis mon mentor m'avait dit, est-ce que tu pourrais, il m'avait demandé si je pouvais organiser un événement, un super samedi qu'on appelait, puis moi, j'ai loué comme le clubhouse de où est-ce qu'on habitait, puis j'ai invité des gens qui étaient là, qui faisaient pas partie de mon équipe, des inconnus. Moi, c'est mon côté introverti, là, c'est pas naturel pour moi, là. J'en ai fait des choses pour réussir dans le marketing de réseau, sortir de ma zone de confort, inviter des inconnus, qui faisaient même pas partie de mon équipe, là. Moi, je construisais au Québec, puis je vivais dans l'Ouest canadien. Mais pourquoi? Parce qu'il faut que le réseau réussisse aussi. C'est pas juste... Tu sais, là, quand on est trop centré sur notre petit nombril à nous, c'est pas bénéfique tout le temps. Ça peut l'être à court terme, mais à moyen long terme, OK. On va plus loin ensemble, effectivement. Donc, l'autre point que je voulais apporter, c'est au niveau de l'investissement. Est-ce que le réseau réussit vraiment quand 99% des gens
ne font pas de profit et perdent de l'argent? C'est ma question. Investissement initial aussi. Puis je l'ai pas noté, mais tu sais, l'investissement initial, puis y a-t-il une récurrence qui est là? Parce que je sais qu'il y a certaines industries aussi qui, tu sais, c'est comme un gros produit super dispendieux, mais après ça, c'est fini. Comme, tu sais, il y en aura pas d'autres produits. Fait que la récurrence des produits, pour moi, le revenu résiduel, c'était la fondation éventuelle de mon revenu. J'ai continué d'être en phase 1, qu'on appelle en marketing de réseau, que je continuais d'avoir des nouveaux clients. Tu sais, les deux activités essentielles, c'était des activités de recrutement de nouveaux clients, des activités de recrutement de nouveaux partenaires, mais de regarder justement c'est quoi l'investissement initial, puis est-ce que c'est quelque chose que, est-ce que tu veux te positionner avec ça aussi, puis au niveau de la récurrence, est-ce que les gens vont continuer de consommer les produits parce que ça te permet de créer un revenu résiduel, une stabilité, puis ça peut être très intéressant. Au niveau de la culture et valeurs d'entreprise, donc est-ce que je peux m'identifier, est-ce que quelque chose qui me parle là-dedans, tu sais, qui vient me chercher, que je peux me coller à la culture, puis à la vision de l'entreprise, puis à la mission, puis les valeurs, est-ce que c'est quelque chose que je peux fièrement représenter? Maintenant, au niveau des aspects légaux et éthiques, donc justement, à savoir, parce qu'il y a des politiques et procédures, là, et on signe ça, là, je pense que, tu sais, la plupart des gens, on prend pas tout le temps de lire, là, puis ça nous arrive tous, là, je veux dire, avec notre cellulaire, quand on achète une nouvelle app ou qu'on installe quelque chose, on nous fait scroller puis on accepte des politiques et procédures. D'être conscient de ça parce que justement, des fois, il peut y avoir certaines clauses que tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça. Donc, d'être éduqué pour prendre une décision éclairée puis savoir ce qui est attendu de toi, ce que tu es apte à faire, ce que ça t'empêche de faire peut-être dans certains cas aussi. Et donc, est-ce que la compagnie aussi travaille de façon éthique? Est-ce que la compagnie, comment qu'elle crée ses produits, ça vient d'où? Tout l'aspect éthique de la compagnie, ce serait quelque chose à évaluer également. Finalement, le 8e point que je voulais te parler, c'est le potentiel de croissance. Donc, évidemment, quand on regarde peut-être une compagnie qui est à ses débuts, il y a l'aspect... Donc, j'ai attendu parce que là, il y a un train qui passe, puis je voulais pas que ça fasse beaucoup de bruit dans le micro. Fait que vous allez peut-être l'entendre un peu, là. Mais dans le fond, elle a mentionné des choses vraiment intéressantes. À mon avis, il n'y a aucune entreprise de marketing de réseau qui est éthique parce que ce n'est pas éthique de demander aux gens, à 99% des gens qui se joignent à l'entreprise, de représenter l'entreprise, de travailler corps et âme à recruter des gens, à essayer de vendre des produits sans être rémunéré, puis que le seul temps qu'on est rémunéré, c'est quand on fait une vente. Et puis que finalement, on fait genre 15, 20, 30 $ sur la vente, que ça fait comme 50 heures qu'on a passé à essayer de recruter cette personne-là. Et que par la suite, si la personne dit écoute, je suis pas vraiment satisfaite des produits, il y a un 30 jours de garantie, fait que je vais juste les retourner. Ben, qu'est-ce qui arrive? L'entreprise te dit ben écoute, ton client, il voulait se faire rembourser, fait que c'est ta commission qu'on va rembourser. Qu'est-ce qu'il y a d'éthique là-dedans? Dites-moi, mais moi, je le vois pas du tout, c'est quoi qu'il y a éthique là-dedans. Puis, vraiment, les gens, comme si on calcule le temps qu'on met versus l'argent qu'on fait, on est souvent sous le salaire minimum et on s'est pas inscrit pour faire du bénévolat, là. On s'est inscrit pour développer une entreprise. Fait que moi, je vois pas comment une entreprise de marketing de réseau peut être éthique. Ça existe juste pas. Puis, elle a parlé d'investissement initial et récurrence. C'est sûr que la récurrence, c'est intéressant parce que ça fait qu'à travers les 10 années, toutes les gens dans son équipe qui ont essayé de réussir comme coach ou partenaire body se disaient qu'il fallait consommer les produits pour réussir à en parler puis inspirer les gens à faire la même chose que nous. Fait que pendant tout ce temps-là, ces gens-là, ils consommaient, puis c'était des produits qu'ils pouvaient consommer à chaque mois. C'est comme ça qu'elle a fait son argent, là. On se le dit, on ne va pas se le cacher. Il y a un potentiel de croissance. Par contre, il y a aussi l'aspect que oui, mais ça va prendre quand même beaucoup d'énergie et du temps. T'sais. Des fois, ça peut prendre plus d'énergie et du temps versus aller vers une compagnie qui est déjà établie, qui a une réputation faite, mais qui a peut-être déjà plus de clients. Donc, c'est vraiment une question personnelle de savoir à quel point tu es prêt à risquer. Tu sais, c'est quoi
tu sais, comme quand on investit, là, c'est quoi ta capacité au risque, ta tolérance au risque? Mais c'est la même chose avec ça. De se dire, OK, est-ce que je vais vers une compagnie qui est plus jeune, plus petite, mais qui potentiellement peut vraiment grandir, mais aussi qui peut potentiellement ne pas grandir du tout? Euh, c'est difficile à prédire, là, mais merci, Damien, great example. Mais oui, voilà. Donc, c'est quoi ta tolérance au risque par rapport à ça? Est-ce que tu vas aller vers une compagnie qui est déjà établie, qui a une réputation faite, ou tu es prête à aller t'investir dans une qui est peut-être au départ, là, tu sais, plus en... Mais pour évaluer les risques en MLM, on a juste à regarder les statistiques de revenus qui sont présentes sur plusieurs sites d'entreprises de marketing de réseau. Il y en a qui ne le montrent pas, mais à mon avis, ils devraient toutes le montrer. Et quand on regarde les statistiques de revenus, on se rend compte que, en majorité du temps, 99% des gens ne font pas de profit et même perdent de l'argent. Donc, quand on évalue les risques, de se dire qu'on a seulement 1% de chance de réussir, c'est comme dire qu'on aurait le même montant de chance de gagner à la loterie. Est-ce que c'est une bonne idée de se joindre? Est-ce que les risques sont assez bas? Je pense pas. Les risques sont vraiment élevés. Fait que évaluer les risques, oui, mais si on fait ça pour vrai, ben on va sûrement pas se joindre. Donc, les gens qui, malheureusement, se joignent à un MLM, la plupart du temps, n'ont pas pris le temps d'évaluer les réels risques et non le risque de se joindre à une entreprise qui est jeune ou pas jeune. Non, le risque, c'est que tu perdes de l'argent et beaucoup d'argent en tentant de réussir. Puis, ouais, on va la laisser finir, puis après ça, je vais vous donner un peu mon avis de tout ça, là, mais en tout cas, on continue. Au début de sa création, son évolution. Je vais regarder les commentaires. C'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui, mais on peut échanger un petit peu. Je vais regarder. Si vous avez des questions, mettez-les dans le chat, je vais y répondre. Quel autre leader ou équipe tu admirais, adorais et aimais travailler en cross-line? Oh, il y a tellement de monde pour de vrai, Marie-Ève, là. J'ai travaillé avec plein de gens dans le Canada anglais, aux États-Unis, puis ça a évolué avec le temps. On se formait des... Récemment, ils appelaient ça la Power Squad. On a fait ça au Québec aussi. Mais j'ai plein d'amis, là, des gens que je respecte énormément, beaucoup de femmes, des femmes intelligentes. Moi, j'aime les gens intelligents. I love smart people. Tu sais, ça, c'est qui ont cette... Je sais pas. C'est des gens qui sont vraiment business savvy, marketing savvy, mais aussi people. Ils sont très bons avec les êtres humains. Tu sais, j'ai eu plein de personnes qui m'ont inspirée dans mon évolution. Il y a plein de noms qui me viennent en tête, là, mais je ne veux pas faire du name dropping. mais il y en a plein. Autre chose. Si tu as des questions, c'est le temps. Tellement un produit qui est récurrent, qui donne des résultats, au point que les gens veulent le garder. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis là, je vous partage mon avis. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est sa réelle intention ou c'est la vérité, c'est juste mon avis. En connaissant le marketing de réseau, connaissant un peu Émilie aussi, je la connais pas tant que ça parce que, tu sais, j'ai pas été proche d'elle, mais j'ai été dans sa downline, puis je connais très finement. On se connaît connaissance, tu sais, ou même pas, en tout cas. Dans d'autres vidéos, elle a name drop Geneviève. Puis des fois, elle va name drop des gens de son équipe, mais souvent, vous allez remarquer, c'est les gens dans sa downline. Parce que quand tu name drop en marketing de réseau quelqu'un qui est dans tes upline, qu'est-ce qui arrive? Ben, les gens vont aller voir cette personne-là et peut-être ils vont se faire recruter par cette personne-là. Donc, toi qui es en dessous, tu ne vas pas faire d'argent avec ces gens-là parce qu'ils vont avoir skippé en haut dans la upline. Tandis que si tu name drop des gens en dessous de toi, puis que finalement, ces gens-là, ils se joignent à cette personne-là parce qu'ils se reconnaissent plus dans son histoire, son message, peu importe, mais toi, ça te rapporte quand même parce que cette personne-là fait quand même partie de ton équipe. Fait que vous voyez aussi qu'elle n'a pas de name drop des gens qui sont dans les cross-lines, comme on dit, qui ne sont pas dans ces uplines ni ces downlines, qui sont dans d'autres lignées. Parce que si elle les name drop, qu'est-ce qui va arriver? Bien, les gens vont aller voir cette personne-là et potentiellement vont acheter d'elle. Puis surtout qu'en ce moment, elle va peut-être continuer à faire le programme d'affiliation. Fait que si elle name drop des gens, bien, elle va perdre ses clients. Fait que c'est vraiment intéressant ce côté-là. Elle a évité justement là, de répondre à la question parce que si elle donnait les noms, comme je dis, elle pourrait perdre des clients ou des partenaires potentiels avant puis maintenant, puisque ça n'existera plus là, à partir du 1er novembre, mais quand même. Elle a nommé les gens qui l'inspirent,
Puis moi, je pense que son but avec ça, peut-être c'est conscient ou pas conscient, là, mais mon avis de ça, c'est qu'elle est en train de dire aux gens qui la suivent, peut-être que parce que là, dans cette vidéo-là, on ne savait pas si elle allait être dans une autre MLM ou si elle allait faire son cours ou peu importe. Mais si tu es en train d'énumérer les gens qui t'inspirent, puis tu dis des choses que les gens vont se reconnaître, comme une personne intelligente, une personne qui est un person, qui est intéressée à l'entrepreneuriat. Si tu dis des critères de personnes qui t'inspirent toi, puis que quelqu'un qui t'écoute se reconnaît, ils vont se dire waouh, cette personne-là pourrait se sentir inspirée par moi, je suis spéciale. Fait que, fait que c'est comme souvent une tactique qu'on voit dans le marketing de réseau qui est peut-être pas énoncée comme ça, mais que selon moi, c'est ce qui se passe psychologiquement aussi. Je suis pas psychologue comme j'ai dit avant, mais c'est mon avis que quand tu définis la personne que tu souhaites, que tu recherches, ou tu définis la personne qui t'inspire, tu es un peu en train de planter une graine dans la tête de la personne qui t'écoute, puis qui se reconnaît dans ces critères-là, puis qui se dit eh bien, elle parle de moi, c'est moi. C'est comme ça qu'on crée un lien de confiance, puis qu'on s'attache à ces personnes-là, parce qu'en fait, qu'est-ce qui nous attire? C'est des traits de notre propre personnalité, les choses que nous, on reconnaît de nous-mêmes. Je pense que c'est normal aussi dans les interactions humaines, dans les relations, mais quand c'est tout planifié avec un objectif financier, un profit, d'aller recruter des gens pour faire de l'argent, c'est là que ça peut être dangereux parce que ça devient de la manipulation, à mon avis. Tu sais, dans le marketing de réseau, on dit qu'on doit être une preuve vivante que les produits fonctionnent. Ben, avec mettons, le fitness, la nutrition, c'était ça aussi, mais ça peut être des produits esthétiques, ça peut être aussi des produits pour la maison, ça peut être toutes sortes de choses là, qui nous aident à améliorer notre quotidien. Puis, il y a vraiment des bons produits. Moi, j'ai consommé dans plein d'autres compagnies de marketing de réseau. Il y a vraiment des bonnes choses qui se font ailleurs, des bons leaders, des gens qui, tu sais, tant qu'à encourager une grosse multinationale à l'épicerie avec peut-être des produits questionnables qui sont pas éthiques, qui sont pas poétiques, ne sont pas éthiques euh, qui sont peut-être toxiques même. Comme il y a vraiment du beau qui se fait là. Donc pourquoi pas encourager les gens? Puis tu sais, s'il y a de la jalousie là-dedans que tu veux pas encourager les gens, mais surprends-toi pas si tu te lances un jour que personne ne veut t'encourager. Tu sais, il y a une question de cultiver l'abondance là-dedans, là, puis de comprendre qu'il y a de la place pour tout le monde. Euh, Fait que ça, c'est contradictoire parce que premièrement, la plupart des entreprises de marketing de réseau qui sont bien connues et que les gens se joignent, qui sont un peu moins... ces entreprises-là, c'est des grandes multinationales, premièrement. Souvent, ce qu'on retrouve à l'épicerie, ça va être des produits d'entreprises locales. Oui, des fois, il peut y avoir d'autres multinationales, mais souvent, on va avoir des entreprises d'ici à l'épicerie, à la pharmacie. Puis c'est ces gens-là qu'on veut soutenir, c'est les gens qui ont développé le côté économique de notre région. Fait que c'est un peu contradictoire ce qu'elle dit. Plus de dire que les produits sont toxiques, je suis désolée, mais ce qu'on trouve à l'épicerie puis en pharmacie, souvent, c'est plus sécuritaire parce qu'il y a des standards que si on ne les rejoint pas, ces standards-là, ben, on ne peut pas rentrer dans le magasin. Fait que quelqu'un qui vend en ligne sur son propre site puis qui fait du marketing de réseau, ben, les standards sont moins applicables parce que ben, il n'y a pas vraiment un intermédiaire pour comme justifier. Comme oui, il y a quand même Santé Canada puis tout ça, mais des fois, il y a des choses qui laissent à désirer. Fait que c'est encore une fois une contradiction. Puis c'est pas parce qu'on trouve quelque chose à l'épicerie que c'est pas bon de les soutenir. Puis le marketing de réseau, la plupart du temps, c'est des multinationales. C'est pas des personnes d'ici qu'on soutient parce que les personnes d'ici, c'est pas elles qui font l'argent, ce sont les gens en haut dans la C-suite. ouais, moi, je vis pas là-dedans, là, dans la peur de me faire voler mes clients, de me faire voler mon opportunité. Moi, j'ai envie d'être une leader qui crée ses propres opportunités. Mais elle n'avait pas à avoir cette peur-là parce qu'elle était la première. Donc, elle n'avait pas autant de concurrence que tous les gens en dessous parce qu'en dessous, t'es des crosslines, t'es pas upline, downline. C'est pas à cause que tu dis non à quelqu'un, t'as pas envie de joindre son MLM, qu'il y a de la jalousie, puis que le jour que tu décides de partir ta propre entreprise, on devrait pas te soutenir. C'est vraiment deux choses différentes. Fait que ça n'a pas rapport. Je pense que sa vidéo est finie là, puis là, il fait vraiment noir. Je sais même pas si vous me voyez. J'espère que oui, parce que j'ai pas envie de refilmer, mais bon. Si vous êtes rendu jusqu'à la fin, merci beaucoup. Pour moi, c'est important d'adresser ça, pas nécessairement à cause d'Émilie elle-même, mais vraiment de ce qu'elle représente, parce qu'elle est l'exemple parfait en ce moment de ce qu'on peut voir à travers différentes MLM
et la situation dans laquelle Buddy est en ce moment permet de mettre en lumière des choses qu'on peut adresser ensemble, comme qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo-là. Donc, mon avis avec tout ça, avant de savoir qu'elle avait décidé de ne pas se joindre à un MLM, mon avis, c'était que soit qu'elle était en train de préparer les gens à... parce que il faut savoir qu'en communication, en marketing, quand tu as une entreprise, pour te démarquer, pour que les gens achètent ton produit, il faut que tu te positionnes sur le marché. Il faut que tu fasses un positionnement. Tu définis, c'est qui toi? Pourquoi on achèterait de toi? Puis tout ça. Émilie, je pense qu'elle est très au courant de ça. Elle a étudié en communication selon ce qu'elle dit. Et puis, elle s'est positionnée depuis le début comme une leader. C'est ça qu'elle a fait. Avec son image de marque personnelle, elle s'est positionnée comme une leader. Peu importe si quand elle a commencé, elle avait vraiment une équipe ou pas, elle s'est positionnée comme she's the leader you follow. Fait que cette vidéo-là vient un peu reconfirmer son positionnement, que si elle avait décidé de se rendre dans une autre MLM, ben, elle était en train de préparer les gens à ce qu'ils la perçoivent encore comme une leader, puis que la décision qu'elle a prise, c'est la bonne décision, on devrait la suivre. Fait que si elle avait choisi d'aller dans une autre MLM, j'aurais pas été surprise que plein de monde la suive parce qu'elle s'est positionnée comme ça. Maintenant, vu qu'elle a décidé de ne pas se joindre à une autre MLM, puis moi, je pense que le facteur là-dedans, c'est qu'il n'y a pas un bon timing en ce moment. Il n'y a pas d'autres MLM qui sont intéressantes pour elle. À mon avis, elle est consciente de comment ça fonctionne, puis il n'y avait pas d'autres entreprises intéressantes qui pourraient lui donner le potentiel de revenu qu'elle a créé avec Buddy. Fait que là, elle a décidé de se lancer avec sa propre formation, sa masterclass. Et je serais même pas surprise que ça devienne une MLM, mais bon, on verra. C'est mon avis. Fait que là, cette vidéo-là, c'était aussi pour se positionner comme leader, comme une personne qui peut enseigner comment réussir en marketing de réseau parce qu'elle connaît le domaine, l'industrie. C'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Une fois, le but, c'est pas d'aller communiquer avec elle, c'est pas de lui envoyer du hate ou rien comme ça, c'est vraiment juste de regarder cet exemple-là et par la suite d'avoir plus conscience quand on voit du contenu comme ça passer, de OK, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qui cette personne-là? Pourquoi elle dit ça? Est-ce que ça peut être comparable à ma situation? Donc, voilà. Alors, si vous avez aimé la vidéo, assurez-vous de laisser un petit j'aime. Ça me permet de savoir que c'était pertinent pour vous ce que j'ai partagé. Et comme toujours, abonnez-vous si vous avez envie d'avoir plus de contenu comme ça. Et si ça vous dit, ça me ferait vraiment plaisir si vous pouviez aussi partager la vidéo à des gens que vous connaissez pour qu'on puisse informer le plus de monde possible sur les risques du marketing de réseau. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe le moment, ici il fait noir, donc une bonne soirée. Et on se dit à la prochaine.